J'espère que c'est clair pour l'instant et comme je vous ai dit, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc maintenant, on arrive à la présentation clinique. Donc la présentation clinique d'un syndrome coronaire, elle peut être vraiment, donc elle peut être vraiment variable et trompeuse. Donc on commence, généralement le point d'appel, c'est des douleurs thoraciques. Donc la plupart du temps, c'est un patient qui fait une douleur thoracique rétrosternale, constrictive, irradiant vers la mâchoire, vers le membre supérieur gauche. Voilà, donc c'est ça la description, on va dire, typique d'une douleur thoracique coronarienne. Et puis, selon que ce soit un angor stable, un angor instable, un syndrome coronaire ST- ou ST+, il y aura la différence par rapport, donc surtout deux choses. Vous avez l'effort. L'angor instable, comme on a dit, c'est une douleur constrictive, etc., coronarienne, qui apparaît à un certain effort. Donc, on va dire que lorsque le patient monte un étage, il a mal au cœur. Donc, il a des douleurs thoraciques, etc. Et lorsqu'il s'arrête, ça disparaît. Donc, celui-ci, il décrit une douleur donc coronarienne d'angor d'effort. Par contre, lorsque cette douleur-là, donc cette douleur, elle apparaît même sans effort, ou bien des efforts minimes, et elle apparaît, elle disparaît, elle ne dure pas beaucoup de temps, etc. Celui-ci, il suggère, si par exemple le CG est normal, ou bien le CG montre un ST-, mais avec des troponines négatives, l'essentiel que les troponines sont négatives, c'est-à-dire il n'y a pas de nécrose myocardique, celui-ci, il suggère plutôt un angor instable. Et puis dans le troisième cas, vous avez un ST- dans le CG avec des troponines élevées, donc ça dépend du degré d'élévation, mais l'essentiel que les troponines sont élevées avec la même douleur qui dure dans le temps. Ça, c'est dans le cadre d'un ST-, syndrome coronaire ST-. Et si vous avez une douleur donc, thoracique persistante avec une élévation donc avec donc un segment ST élevé au moins 20 minutes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qui est donc très important, c'est la persistance de l'ST+, c'est-à-dire que ce n'est pas un ST+, qui s'élève par exemple pendant 15 minutes et puis il disparaît ou bien il devient un ST-. Dans ce cas-là, ce n'est pas un ST+. Il faut savoir que la définition d'un ST+, c'est que c'est un syndrome, donc c'est une élévation du segment ST qui persiste dans le temps. Donc au moins 20 minutes avec une douleur bien sûr concordante. Donc ça, c'est la première des choses à évaluer. C'est la variabilité selon l'effort. La deuxième des choses, c'est la réponse à la trinitrine. Donc quand le patient il fait un spray par exemple de trinitrine, il faut savoir que généralement le patient il va répondre, donc, qui est un vasodilatateur coronaire, généralement il va répondre d'une manière favorable dans le cadre de l'angor stable et dans le cadre de l'angor instable. C'est-à-dire que c'est un traitement qui va baisser la douleur, etc. Par contre, dans le syndrome ST+, quand on a dit, si vous vous rappelez, l'ST+, il y a une occlusion complète de la coronaire, donc il ne va pas, donc peu importe dilater ou non dilater la coronaire, elle est déjà occluse complètement, donc ça ne va pas marcher. Donc l'ST+, il est résistant à la trinitrine. Par contre, l'ST-, il peut répondre comme il peut ne pas répondre, donc selon, on va dire, le degré de la sténose, etc. Donc cette dilatation de la coronaire, elle peut faire disparaître la douleur, comme elle peut ne pas la faire disparaître. Donc c'est une réponse qui est variable. Et vous avez aussi donc les signes de gravité qui intéressent donc, surtout lorsqu'il y a une ischémie vraiment importante, ça intéresse donc l'ST- et l'ST+. Donc vous pouvez avoir des complications type trouble du rythme, donc des complications type trouble du rythme supraventriculaire, trouble du rythme ventriculaire, des troubles de conduction avec BAV de degré variable, bloc sino-atrial de degré variable. Vous pouvez avoir un état de choc cardiogénique, des complications mécaniques. On va voir tout ça
un peu en détail après, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour la présentation clinique, on va dire, typique. Il faut savoir que ça soit donc en matière d'angor, stable ou instable, en matière d'ST+, en matière d'ST-. Il faut savoir que la présentation clinique, elle peut être variable. Donc elle peut être variable comme elle peut être très trompeuse. Surtout les terrains à risque de ce genre de syndrome coronaire atypique, on va dire, vous avez les femmes. Donc les femmes, elles présentent beaucoup de syndrome coronaire atypique. Vous avez les sujets âgés et vous avez les diabétiques. Donc les trois là, ils peuvent présenter des syndromes coronaires avec soit, par exemple, c'est un patient qui vient donc uniquement pour des épigastralgies ou bien uniquement pour des douleurs à l'épaule gauche, parfois juste donc on va dire des vertiges, parfois des nausées, vomissements, parfois uniquement une douleur ou bien une paresthésie au niveau de la mâchoire, parfois il vient pour une dyspnée, parfois juste une fatigue, parfois une cétose diabétique révélatrice, parfois il va faire une syncope, une confusion ou autre. Donc l'essentiel, c'est que quand vous avez un sujet âgé, on va dire, on va récapituler, pardon, un sujet âgé, une femme, ou bien un diabétique par exemple, s'il vient pour, on va dire, X raisons, surtout lorsque vous n'avez pas vraiment de diagnostic, vous ne savez pas pourquoi ce diabétique est tout d'un coup fatigué, pourquoi il est en train de faire une cétose, pourquoi il a des vertiges tout d'un coup, pourquoi il a des douleurs à la mâchoire, pourquoi il a mal à l'estomac, soi-disant à l'estomac, on va dire, il faut faire un ECG. Donc ça, c'est très important. Donc il faut faire un ECG pour voir est-ce qu'il n'est pas en train de faire un syndrome coronaire aigu avec une présentation atypique. C'est la même chose s'il vient pour un WAP, par exemple. Bien sûr. Donc ça, c'est en ce qui concerne, on va dire, en ce qui concerne euh, donc le syndrome coronaire aigu en matière de clinique. Maintenant, on va passer à la présentation toujours du syndrome coronaire aigu au cours de l'examen clé dans cette pathologie qui est l'ECG. Donc la présentation, on va dire typique académique d'un ST+, c'est une élévation de votre segment ST, au moins donc de deux dérivations contingentes du même territoire. Donc cette élévation, elle va être au moins du point J, bien sûr, au moins de 1 mm dans deux dérivations, dans toutes les dérivations, et au moins de 2,5 mm en V2, V3, lorsque c'est un homme âgé de moins de 40 ans, ou bien plus de 2 mm lorsque c'est un homme âgé de plus de 40 ans, toujours en V2, V3, ou bien, lorsque c'est une femme avec élévation de 1,5 en V2, V3. C'est-à-dire V2, V3, c'est une dérivation particulière parce que c'est une dérivation où on trouve souvent une élévation du ST+, du segment ST de 1 à 2 mm, sans que ça soit un syndrome coronaire, sans que ça soit pathologique. C'est pour ça que ces deux dérivations, elles sont particulières. Donc 2,5 mm, un homme de moins de 40 ans, 2 mm, homme de plus de 40 ans, 1,5 mm pour les femmes, peu importe l'âge, en V2, V3. Le reste des dérivations, c'est 1 mm. Dans certains cas, il faut y penser même lorsque vous avez 0,5 mm, notamment dans les dérivations inférieures D2, D3, AVF et dans les dérivations postérieures, c'est-à-dire V7, V8, V9 et droite V3R, V4R. Donc ça, c'est la présentation d'un syndrome coronaire aigu ST+. Pour l'ST-, il faut savoir que lorsque vous avez, c'est-à-dire l'ST-, lorsque vous avez un ST- de 1 mm dans toutes les dérivations aussi, là c'est le contraire en matière de V2, V3. Lorsque vous avez
donc un ST- de 1 mm dans toutes les dérivations, pour V2, V3, lorsque vous avez un ST- de 0,5 mm, il est significatif. Donc tout ST-, même subtil, en V2, V3, peut être significatif. Et là aussi, donc, le message, c'est de faire attention au V2, V3. Et aussi, lorsque vous avez un ST-, peu importe donc, le territoire, le réflexe que vous devez avoir, c'est de chercher un ST+. Parce que cet ST- là, il peut être un miroir d'un ST+. Par exemple, lorsque vous avez un ST- justement en V1, V2, V3, surtout V2, V3, il faut savoir que ça peut être un ST-, comme ça peut être le miroir d'un ST+ basal, bien d'un ST+ postérieur. C'est la même chose. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un ST-, il faut faire un ECG 18 dérivations à la recherche d'un ST+, que ce soit dans les dérivations droites ou bien dans les dérivations postérieures. Parce que ces deux territoires-là, ils ne sont pas explorés par l'ECG standard 12 dérivations. Lorsque vous avez un ST- en inférieur, ça peut être un ST+ latéral, etc. L'essentiel, à chaque fois que vous avez un ST-, il faut chercher est-ce que cet ST- est réellement un ST-, donc coronaire sans élévation du segment ST, ou bien cet ST-, c'est un miroir à explorer d'un ST+ de l'autre côté, on va dire. Donc c'est la même chose. Lorsque vous avez, donc, comme on a dit, lorsque vous avez donc un ST-, par exemple, donc le D2, V3, il faut faire les dérivations. Lorsque vous avez un territoire inférieur, surtout le territoire inférieur, un ST+, en D2, D3, AVF, il faut toujours continuer par les dérivations droites pour voir justement est-ce qu'il n'y a pas une extension de cet IDM du ventricule gauche vers le ventricule droit. C'est important parce que il y a certains thérapeutiques, comme par exemple les dérivés nitrés, ils sont contre-indiqués lorsque vous avez une extension vers le ventricule droit, parce que ça peut donc baisser brutalement la précharge et induire donc un désamorçage. Vous avez aussi donc euh, un syndrome coronaire, donc il peut se révéler aussi par un BBG récent, un bloc de branche gauche récent. Il y a des critères pour ça. Je pense qu'on ne peut pas tout détailler, mais on va dire que l'essentiel, c'est que euh, ça reste un peu. Donc, lorsque vous avez un BBG récent, donc ça peut être un syndrome coronaire ST+, ou bien un ST-. Ça dépend. L'essentiel, c'est pris en charge comme généralement un ST- à haut risque, à très haut risque, pardon. Donc, c'est-à-dire il faut faire une coronarographie dans les 2 heures. Mais les signes, on va dire, bien sûr associés à la clinique, etc., il y a des signes révélateurs. C'est quand vous avez ce qu'on appelle donc une majoration de la discordance appropriée. C'est-à-dire lorsque vous avez une onde S comme ça, qui s'associe souvent à un ST+ dans le cadre de BBG, si vous avez l'amplitude de cet ST+ qui dépasse le 1 quart, qui dépasse le 25% de votre onde S, ça, c'est en faveur d'un syndrome coronaire. Ou bien de l'autre côté, lorsque vous avez l'onde R en V5, V6 par exemple, là, elle est censée s'accompagner d'un sous-décalage comme ça, concave, convexe vers le haut, comme ça. Il faut savoir, avec une onde T négative, il faut savoir que lorsque ce sous-décalage-là, il dépasse les 30% de l'amplitude de votre onde R, ça aussi, c'est en faveur d'un syndrome coronaire associé à ce BBG. Le troisième critère, c'est lorsque vous avez une rupture de cette, on va dire, de cette discordance appropriée, c'est-à-dire vous avez par exemple une onde S avec un sous-décalage, ou bien vous avez une onde R avec un sus-décalage. Parce que comme on a dit dans le cadre de BBG, normalement l'onde R s'accompagne d'un sous-décalage et l'onde S s'accompagne d'un sus-décalage, on va dire physiologique en matière de BBG. Donc si vous avez une onde S avec un sous-décalage
c'est suspect. Si vous avez une onde R avec un sus-décalage, c'est suspect. C'est la même chose. Il faut savoir que rarement, mais ça existe, le BPD il peut être récent en matière de donc un bloc de branche 3, il peut être récent donc il est accompagné d'un syndrome coronaire aigu, donc il n'y a pas que le BPG, même le BPD, et donc le fait de voir par exemple un BPD avec un sus-décalage en V1, V2, V3, ça ce n'est pas normal parce que le BPD d'habitude il s'accompagne d'ondes T avec un léger sous-décalage en V1, V2, V3. Mais généralement, le BPD ne pose pas vraiment de problème en matière de syndrome coronaire aigu, comme le BPG. Donc, c'est le BPG qui rend vraiment la vie difficile en matière de syndrome coronaire aigu. On avance. Là, vous avez deux autres donc, révélations d'un syndrome coronaire aigu avec une occlusion donc, totale ou bien subtotale de l'interventriculaire antérieur. Donc, ça soit une sténose critique ou bien une sténose complète. Ce n'est pas toujours l'aspect de ST+ en antérieur qu'on trouve donc d'une manière typique. On peut trouver aussi ce qu'on appelle le complexe ST-T de De Winter. Donc, vous allez voir comme ça, de V1 jusqu'à V6. Donc, ça dépend des présentations, mais en général de V1 jusqu'à V6. Vous allez trouver une onde R comme ça, avec un sous-décalage et une onde T ample et pointue. Si vous avez ça en antérieur avec une clinique en faveur d'un syndrome coronaire, il faut faire très attention. Il faut vraiment le prendre en charge correctement et l'envoyer vers une coronarographie parce qu'il est en train de faire soit une sténose complète, soit critique de la coronaire, de l'interventriculaire antérieur. L'autre présentation aussi qui peut être donc en faveur d'un syndrome coronaire aigu, avec occlusion, donc que ce soit complète ou presque complète de l'antérieur. Donc, c'est comme vous avez, donc de V1 jusqu'à V4 généralement, ça peut s'extendre jusqu'à V6, soit une onde de T diphasique, donc positif puis négatif, soit des ondes de T comme ça négatives profondes, ce qu'on appelle la présentation de Wallens. Et celui-ci, donc c'est important à voir aussi. Il ne faut pas dire que voilà, il n'y a pas d'ST+, donc il n'y a pas d'extrême urgence. Il faut savoir qu'il y a ces deux-là, c'est ce qu'on appelle donc des équivalents ST+, c'est-à-dire le prise en charge doit être faite comme un ST+. À part, donc vous pouvez dire que c'est pratiquement la même prise en charge qu'un ST+, à part la thrombolyse. C'est-à-dire on ne va pas thromboliser ce profil de Wallens ou bien ce profil de Winter parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est une occlusion complète ou incomplète. Mais dans tous les cas, il faut faire une coronarographie rapide. On a vu la deuxième étape qui est la présentation clinique, la présentation électrocardiographique. Maintenant, on passe donc on ne va pas aborder toute la biologie, mais on passe à la biologie qui nous intéresse, on va dire, le plus en matière de syndrome coronaire, qui est les troponines. Donc ça, c'est un tableau à ne pas apprendre, bien sûr. C'est un tableau qui résume. Donc, il faut savoir qu'en matière de troponine, maintenant, ce qui est recommandé, c'est les troponines ultra sensibles. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Donc, ça dépend de votre labo, ça dépend donc, on va dire, les appareils utilisés, le réactif surtout. Vous avez donc ces normes-là. Donc, vous avez des taux très bas, vous avez des taux bas et vous avez des taux élevés. Donc ça, je vous demande uniquement de garder ce schéma et surtout de voir avec le labo de votre hôpital qu'est-ce qu'il a comme réactif. Donc, il faut juste savoir interpréter ça. Donc, ce qui est écrit très bas, bas et haut, ça, c'est ce qu'on dose à l'arrivée du patient. Ça, c'est important. Il faut savoir que le dosage, généralement, pour qu'il soit significatif, donc d'une manière sûre et certaine, donc le premier dosage,
c'est quand la douleur, justement, elle date au moins de 3 heures. C'est-à-dire, le patient, il a eu mal déjà il y a 3 heures. Et quand il est venu à vous, donc ça fait par exemple 3 heures et demie, et vous faites le premier dosage de votre troponine ultra sensible. Et selon le résultat, vous allez dire que le premier, euh, donc le premier dosage, il est soit très bas, soit élevé. Et puis, après, selon que vous utilisez l'algorithme de 1 heure d'intervalle ou bien l'algorithme de 2 heures. 1 heure ou 2 heures, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième dosage. Est-ce que vous attendez 2 heures ou bien est-ce que vous attendez 1 heure? Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez juger justement la variabilité de votre dosage de troponine entre la première heure et la deuxième heure. Si elle est inférieure à ces résultats, donc selon que vous prenez 1 heure ou 2 heures, vous allez dire qu'elle n'est pas variable. C'est-à-dire il n'y a pas, on va dire, de cinétique de troponine, c'est-à-dire la troponine n'a pas augmenté entre le premier et le deuxième dosage. Par contre, si vous trouvez ces résultats tout à droite, ça veut dire qu'il y a une variabilité entre la première et la deuxième, donc c'est significatif. Donc, c'est un syndrome coronaire aigu évolutif. Et bien sûr, dosage de troponine, c'est lorsque c'est un ST-. Lorsque c'est un ST+, il n'y a pas de dosage de troponine. L'ST+, c'est un diagnostic qui se fait sur la clinique et le CG. Par contre, le syndrome coronaire ST-, c'est un diagnostic qui se fait, donc c'est un diagnostic plus complexe, qui se fait justement. Donc voilà quelque chose qui récapitule ce qu'on vient de dire en matière de diagnostic. Donc vous avez la clinique et le CG. Donc si vous avez un ST+, hop, directement prise en charge d'un ST+, on va rien faire d'autre pour retarder la prise en charge. Si le CG normal ou bien un ST-, là on va faire notre dosage de troponine, comme on vient de dire. On va faire de l'imagerie par exemple, on peut faire surtout de l'échographie cardiaque, voir est-ce qu'il y a des arguments en faveur d'un syndrome coronaire ST-, ou bien en faveur d'un diagnostic différentiel. Si on suspecte autre chose entre-temps, on peut, par exemple, vous pouvez faire une radiographie thoracique si vous suspectez, par exemple, on va dire un pneumothorax. Vous pouvez doser les didymères ou faire donc un Doppler ou bien une angiographie thoracique si vous suspectez, on va dire, fortement une embolie pulmonaire. Donc tout dépend votre contexte. Il n'y a pas que le cœur qui est dans le thorax. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, donc vous allez bien sûr conclure, si c'est un ST+, comme on a dit, on ne va pas attendre tout ça, ou bien conclure à un ST-, ou bien conclure à une angine de poitrine instable, c'est-à-dire un angor instable. Si vous vous rappelez, la différence entre un angor instable et un syndrome coronaire ST-, c'est les troponines. Donc, ces troponines négatives, il faut savoir que ça n'élimine pas un syndrome coronaire, ça élimine un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une nécrose, mais ça n'élimine pas un syndrome coronaire. Donc, le patient peut bien faire un angor instable, avoir des douleurs thoraciques angineuses, sans élévation de troponine. Donc, il ne faut pas dire que, voilà, le patient, il n'y a pas de problème, vos troponines sont négatives, le CG, la VNS témoin, il a disparu, donc tout va bien, vous le libérez, etc. Parce qu'il ne faut pas faire ça. S'il y a des modifications au CG, ou bien c'est un patient qui a une douleur thoracique très évocatrice, avec des facteurs de risque, etc., il ne faut pas rater ce patient, il faut vraiment l'envoyer en cardio pour exploration, justement. Ça peut être des tests d'effort, ça peut être une scintigraphie, donc ça dépend. On ne va pas rentrer dans les détails. L'essentiel, il doit être exploré en cardio s'il présente une symptomatologie d'angor d'effort ou bien une symptomatologie d'angor de repos ou bien un angor instable. Ou bien, ça peut être bien sûr autre chose qu'une symptomatologie cardiaque.